Hi, everybody, and welcome to the BMS podcast. We all have different perspectives on health, disease, and illness that are all shaped by our socio-cultural environment. The aim of this podcast is to raise awareness on different socio-cultural belief systems toward health and promote culturally sensitive approaches in our Western secular environment. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast de BMS. Nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous le professeur Grégory Nino. Bonjour professeur. Bonjour. Donc professeur Nino est professeur à l'Université de Montpellier et travaille dans un institut de cancer et également l'Institut d'épidémiologie. Et l'objet de notre podcast de ce jour, c'est qu'il est également président d'une société savante qui est la NPIS, Non-Pharmacological Intervention Society. Désolé pour l'accent. Et donc, l'objet, c'est de savoir effectivement qu'est-ce que c'est qu'une intervention non médicamenteuse. C'est plein de choses, ça recoupe plein de pratiques. Ça pose beaucoup de problèmes éthiques, des problèmes méthodologiques. Et donc, je vais laisser d'abord le professeur Nino se présenter, peut-être compléter, effectivement, et nous expliquer un petit peu tout le cheminement qui a abouti à ce travail colossal de synthèse. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. En effet, donc, je suis président d'une société savante qui s'appelle donc la NPIS. Cette société savante, elle se veut internationale et elle s'intéresse effectivement aux interventions non médicamenteuses. Donc, c'est un mot bizarre, un mot négatif, puisque c'est non quelque chose. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Ce sont des pratiques normalisées de prévention et de soins sur lequel on pourrait les résumer, approches diététiques, approches qui vont être physiques ou approches psychosociales. Donc pour résumer encore plus précisément, donc des psychothérapies, des régimes, des méthodes de rééducation, des méthodes psychocorporelles. Donc voilà, Raphaël, très rapidement, ce que sont ces interventions non médicamenteuses. Et pour plein de raisons, en fait, les scientifiques emploient ce terme depuis 1975, mais les autorités ont eu un petit peu de mal à qualifier ces pratiques parce que on les a souvent mélangées à des médecines traditionnelles, on les a mélangées aussi à des médecines naturelles, on les a mélangées à ce qu'aujourd'hui on va appeler des pratiques intégratives, voire même des pratiques non conventionnelles de soins, et on a aujourd'hui une grande nébuleuse dans ces pratiques, alors qu'en fait, les interventions non médicamenteuses sont des pratiques qui sont validées par la science, qui ont un impact direct sur des pathologies qui sont identifiées par la médecine occidentale. Et c'est la raison pour laquelle notre société savante, qui a été créée en 2021, a fabriqué en fait à la fois une définition qui se veut universelle, une grille d'évaluation permettant d'identifier les interventions non médicamenteuses et demain de pouvoir dans toutes les langues, avoir ces cahiers des charges de ces pratiques qui sont fondées sur des données probantes. Merci pour ces définitions. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le cheminement, en fait, c'est-à-dire plus que le résultat, donc qui est un article indexé que vous m'aviez envoyé, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui a amené, en fait, toute cette réflexion, parce que j'ai compris également que c'était un modèle qui prenait en compte spécifiquement le contexte français. Donc, est-ce qu'il y a en France des spécificités qui font qu'il y avait besoin de plus de clarification qu'ailleurs? En fait, on voit dans tous les pays une accélération d'une médecine très biomédicale et biotechnologique sur lequel finalement on va s'intéresser à traiter la maladie ou à traiter un organe malade, mais finalement à se désintéresser de la personne. Et donc, ça crée des conflits, des tensions et des frustrations de la part des patients qui vont parfois dans des centres anti-cancer et sur lesquels on a l'impression qu'ils sont traités en tant que tumeurs
en tant que malade, mais plus en tant que personne, et qu'on ne prend plus en compte, et vous avez tout à fait posé la question du contexte, mais en tout cas de leurs préférences, de leur mode de vie, de la façon dont ils vivent. Et depuis les années 2000, des recherches sont en train de montrer que il faut non seulement traiter la maladie, mais il faut aussi soigner la personne dans la façon dont elle le vit, la façon dont elle le pense ou dont elle pense cette maladie ou ces maladies. Et que effectivement, toutes les questions du soutien complémentaire aux traitements biomédicaux sont devenus des éléments importants. Et pour la prévention, donc un deuxième argument très très important, c'est que il y a des maladies qui deviennent de plus en plus chroniques avec le vieillissement. Je pense au cancer, mais je pense à l'obésité, je pense aux maladies neurodégénératives, je pense à des maladies respiratoires. Enfin bref, un nombre important de maladies, quels que soient les pays, qui s'appellent chroniques, peuvent être limitées en termes d'impact à la fois psychologique, à la fois biologique, à la fois social, économique, parce qu'effectivement, les patients vont suivre des traitements donc non médicamenteux, donc ces interventions non médicamenteuses, et sur lesquelles on constate des bénéfices. Donc, il manquait un modèle d'évaluation, d'observation qu'on peut voir sur le terrain, de cas de personnes qui vont beaucoup mieux. Et donc, dans mes propres études, qui étaient au départ sur une maladie respiratoire qui est très importante, qui s'appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, on a pu montrer avec le CHU de Montpellier que non seulement les patients amélioraient la manière dont ils utilisaient les médicaments, mais aussi ils avaient une activité physique qui était appropriée pour eux, ils avaient des solutions alimentaires qui étaient bien plus pertinentes et potentiellement il y avait des méthodes de traitement de l'anxiété associée à cette pathologie qui étaient aussi améliorées. Et donc on a pu montrer des impacts sur leur durée de vie, sur leur qualité de vie, sur leur état de santé et également une réduction du nombre d'hospitalisations. Donc il y a, si vous voulez, aujourd'hui, une conclusion qui vaut pour la France, mais qui vaut pour l'ensemble des pays du monde, de l'idée qu'il faut qu'on traite à la fois euh, les problèmes de santé au sens organique du terme, mais il faut aussi qu'on traite la personne et que penser et soigner une personne, c'est effectivement avoir à la fois des traitements ciblés, mais aussi des interventions non médicamenteuses complémentaires. Merci, professeur. Vous m'aviez très gentiment invité, mois d'octobre dernier, au Sénat, où il y a la présentation officielle de ce modèle NPIS dont on va Mhm. parler, et j'ai été très agréablement surpris de l'intervention, alors j'ai oublié son nom, mais du président de la Société française de rhumatologie, Oui. qui vient de préciser effectivement ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire que l'anglais, il y a plusieurs noms pour la maladie. Il y a la maladie disease, Mhm. illness, sickness, et que la médecine moderne, occidentale, qui s'est focalisée sur la biologie, a développé de façon extrêmement importante, extrêmement pointue, cette composante biologique, mais qu'il expliquait lui-même en fait que son métier avait changé parce que il y a de plus en plus d'examens biologiques qui détectent des choses de plus en plus, de façon plus précise et de moins en moins de temps à consacrer avec les patients, en fait, sur effectivement quel est leur impact sur leur qualité de vie. Et donc, effectivement, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a besoin de prendre en charge aussi la personne, c'est-à-dire toutes ses composantes, il y a besoin d'avoir un cadre éthique et qui puisse être opposable en fait. Donc l'idée, la question, c'est que par exemple, moi j'ai eu la chance de travailler ou plutôt d'apprendre avec Dr Boutron sur l'étude LC Ostéo. Donc c'est elle qui a développer les guides de recommandation de bonnes pratiques sur les interventions complexes, Consort. Je sais qu'il y a aussi celle que nous, on a utilisée pour évaluer un de nos principes, c'est ce qui est proposé par le MRC, en fait, en Angleterre, sur l'évaluation des interventions complexes. Donc, l'idée, ma question, c'est qu'est-ce qui avait besoin de proposer de différent ou de synthétiser par rapport à ce qui existait déjà? En fait, quelle est la valeur ajoutée du modèle par rapport à ce qui existait déjà?
un de mes doctorants a publié un papier en 2019 faisant état des modèles dont vous parlez. Donc, vous parlez du modèle de Craig et vous parlez du modèle consorte d'Isabelle Boutron. Isabelle a identifié effectivement des recommandations pour les essais randomisés contrôlés. Et le gros problème, c'est que ce n'est qu'une recommandation d'une méthodologie, voyez-vous, et non pas d'un framework, d'un modèle complet, exactement comme celui qui est évoqué pour le médicament. Et c'est pour ça que le médicament a autant progressé dans les années 1960, il y a eu un consensus sur un modèle et non pas une méthodologie et non pas une méthode en tant que telle, mais vous voyez, le modèle des phases du médicament est véritablement quelque chose qui permet de la conception initiale jusqu'à l'évaluation clinique et jusqu'à la diffusion, finalement, quelque chose qui est cohérent dans une logique épistémologique cohérente. Or, les recommandations, et donc notre papier publié en 2019 avec François Carbonel, témoignent que vous en avez cité deux, mais en fait, nous en avons trouvé 46 jusqu'en avril 2019 de modèles, hein, on est bien d'accord, de modèles dans leur ensemble, et sur lequel il y a une forte hétérogénéité qui amène à aucune, finalement, validation de ces pratiques, parce qu'il y a des discussions entre scientifiques, notamment dans les méta-analyses, en disant, bah, vous n'êtes jamais assez précis sur la psychothérapie, où vous avez uniquement été un peu imprécis sur le protocole de physiothérapie ou de kinésithérapie, vous avez été pas très précis sur le programme d'activité physique, sur le régime, bref, il y a comme ça une incertitude importante et ça a été le point de départ de dire, parce qu'il y a 46 modèles, finalement, tout porte à une avancée de la biotechnologie et du médicament et effectivement la recherche médicale, et donc vous parliez du professeur Thierry Chaverbeck tout à l'heure, donc président de la Société française de rhumatologie, eh bien effectivement, les médecins sont allés vers des solutions qui étaient très pratiques, efficaces, sécurisées et traçables. Or, dans les pratiques non médicamenteuses, quand vous parlez de psychothérapie, vous pouvez absolument mettre ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer qu'elle se fait dans un contexte de cabinet ou en ville, voilà, avec les techniques que vous souhaitez et autres. En fait, il y a des dizaines de psychothérapies. On pourrait faire la même chose pour les programmes de management, etc. Et donc, il y avait une conclusion vis-à-vis de cette hétérogénéité des modèles. Finalement, il n'y a que le care, il n'y a que la bienveillance, il n'y a que l'écoute du malade qui suffit à avoir finalement un impact non pharmacologique pertinent. Et donc, des études ont pu montrer qu'il y avait des protocoles qui étaient meilleurs que d'autres associés à ce préalable qui est effectivement un préalable éthique et un préalable de bienveillance de tout professionnel de santé. C'est le b.a.-ba. Mais à côté, les études montrent qu'il y a des protocoles qui étaient meilleurs que d'autres. Et donc, tout ce qui a été fait en France avec 1000 personnes, qui aujourd'hui est recommandé par 28 sociétés savantes, qui est recommandé par 3 autorités de santé et que nous voulons étendre au niveau européen et au niveau mondial. Donc, un modèle de l'évaluation des interventions non médicamenteuses, comme il y a eu et comme il y a aujourd'hui un modèle de validation du médicament, il y aurait un modèle d'évaluation de ces interventions non médicamenteuses qui ferait que ces bonnes pratiques, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit plus largement dans le monde, on pourrait se partager finalement ces bonnes pratiques et que finalement on ait des indications plus précises. Parce que un certain nombre de personnes et de praticiens vont dire bah, le but est de faire du bien, le but est d'améliorer le bien-être. Oui, mais le gros problème, c'est la différence entre des actions de santé dont on doit savoir si elles ont des bénéfices et dont on va mettre en œuvre un certain nombre de précautions. Et donc, on est dans une logique épistémologique scientifique. Et ce qui va relever du bien-être, mais au sens de la culture, et sur lequel il faut absolument les laisser dans le champ de la culture. Je pense que c'est très, très important pour vos auditeurs d'entendre ces deux visions importantes dans une structure hospitalière, qu'il y ait des pratiques religieuses
qu'il y ait des pratiques traditionnelles en tant que pratiques culturelles. C'est effectivement un élément pertinent et justifiable et justifié. Mais on est bien dans le champ de la culture, de la relation sociale, du soutien à la personne. Et de l'autre, quelque chose qui va être du domaine de la santé, avec des interventions non médicamenteuses qui vont pouvoir compléter dans certains cas des traitements médicamenteux, des chirurgies ou potentiellement qui vont aussi être en prévention ou en fin de vie. Pareil, sur les soins palliatifs, mais en disant qu'il s'agit là d'une pratique de santé avec un objectif de prévention ou un objectif de soins, vous voyez, mais sur lequel on est fondé sur des données probantes. En fait, c'est tout ce travail-là que nous avons essayé de faire en disant, et pour, si vous voulez rentrer plus dans le détail, le modèle anglais du MRC sur les interventions complexes, en fait, ont une difficulté à pouvoir intégrer de la validité externe. Ils sont surtout sur la validité interne, exactement comme le modèle d'Isabelle Boutron et de consorts. Ils sont très, 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 très importants et très pertinents sur la validité. Si on reproduit la même étude dans un centre hospitalier identique, et on va avoir une reproductibilité des résultats. On est d'accord? Mais le problème, c'est qu'elle ne pense pas à la validité externe. La validité externe, ou en tout cas insuffisamment. Et c'est un choix épistémologique, hein, évidemment. La validité Mhm. externe, c'est est-ce que dans un autre lieu, entre un hôpital d'une grande ville et un hôpital rural, est-ce que dans un cabinet médical ou dans un cabinet d'un psychologue ou autre, est-ce que c'est reproductible? Donc, on va appeler la validité externe. Eh bien, des études aujourd'hui qui viennent, et des méthodologies d'études qui viennent de l'implémentation, vont devenir un élément important. Et donc, c'est la raison pour laquelle les 1000 personnes qui ont travaillé, et ce qui est important de dire, c'est pas uniquement des chercheurs pour des chercheurs. Je pense que notre résultat, là, de ces 1000 personnes, on est content d'avoir fait ce travail euh, multi-appartenant, multi-stakeholder, en tout cas toutes les parties prenantes. Il y avait un collège des experts, mais il y avait également un collège des patients, un collège des praticiens et un collège des opérateurs. Je pense que l'originalité de notre travail, c'est ne pas dire, et les modèles de Craig ou le modèle d'Isabelle, c'est les chercheurs qui pensent pour les chercheurs, vous voyez? Et nous, Mm. on a pensé effectivement un modèle scientifique d'évaluation, mais sur lequel nous avons bénéficié de la richesse, de la diversité de ces collèges, et nous avons suivi les règles scientifiques de la recherche mondiale en santé, de Mower et de toutes les recommandations Équator, mais pour dire, attention, on doit prendre en compte euh, la vie des patients, des opérateurs de santé, ceux qui vont distribuer, entre guillemets, les interventions, pour qu'effectivement, il y ait une vue pragmatique et que finalement, on puisse, quel que soit le pays, en Amérique du Sud, en Europe ou en Australie ou en Asie, dire que finalement, on a besoin de ces études d'implémentation. Et une deuxième caractéristique très, très, très importante, c'est que on a encouragé un autre type d'études qui n'est pas très connu, en plus de ce que j'ai évoqué sur les études d'implémentation, qui sont les études prototypiques, d'encourager les chercheurs qui vont faire de la kinésithérapie, de la psychothérapie, du conseil diététique, à aller au-delà de quelques conseils. Vous voyez, par exemple, bouger plus ou de faire quelques exercices ou quelques gestes en disant, moi j'ai un protocole de physiothérapie. Et où finalement on laisse à chaque praticien la possibilité de recréer une méthode. L'enjeu était de fabriquer un cahier des charges d'une méthode. Vous me suivez? C'est-à-dire un programme d'activité physique avec une durée donnée, avec des exercices avec une dose particulière, avec une fréquence particulière, une intensité particulière, donc quelque chose qui est beaucoup plus précis et donc dont les bénéfices vont être reproductibles. Pourquoi? Parce que il y a finalement dans les métiers de personnes soignant d'autres personnes, la liberté qui est laissée à chacun finalement de créer sa propre méthode. Et il n'y avait pas de progrès
suffisamment important. Et beaucoup de méta-analyses disaient que finalement, on n'avait pas de consensus par rapport à un produit. Hein, pour le dire très clairement, un produit ou un dispositif médical, je pense à un dispositif médical qui peut être implanté, on voit très bien ce qu'est ce produit ou ce qu'est ce médicament. En revanche, un service, un protocole humain, est-ce qu'on pouvait le cadrer? Et ça a été aussi une deuxième forte, en tout cas, innovation en plus de notre recommandation, et on suivait évidemment les règles et les grands principes de consort, reste, hein, je veux bien dire que on n'a pas, et c'est peut-être votre question, on n'a pas réinventé la poudre, on s'est appuyé sur les invariants méthodologiques et épistémologiques et éthiques pour arriver à avoir un modèle consensuel d'évaluation de ces INM. Oui, c'est très clair. Merci pour cette précision. Donc, de ce que j'ai compris, il y avait une méthodologie assez bien définie pour évaluer le médicament et que c'est à partir de quand on a voulu évaluer des interventions non pharmacologiques Oui. ou des interventions complexes, ben, on s'est basé sur cette méthodologie avec l'essai clinique randomisé. Donc, les premières personnes à s'en être occupées, ce sont effectivement des méthodologistes ou des gens qui parlaient à des méthodologistes pour reproduire effectivement ces résultats. Et généralement, là, on abordera peut-être les notions de financement après, mais pour avoir un promoteur avec des assurances, etc., généralement, ce sont des organismes hospitaliers avec des études qui se font en milieu hospitalier et la validité externe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise des données d'études faites en hôpital, là, dans un cabinet ou finalement dans un autre pays. Là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est vraiment, vous l'avez précisé par vous-même, donc sur ces 1000 personnes qui sont intervenues avec les gens de la vraie vie, en fait, c'est-à-dire des patients, des professionnels, enfin, les opérateurs, etc., qui permettent de voir si c'est à partir de ces invariants méthodologiques et éthiques, est-ce qu'ils sont réellement applicables, utilisables dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous auriez des choses à ajouter justement sur ce modèle en lui-même? Parce que j'ai vu qu'il y avait des principes mécanistes, donc c'est-à-dire des choses qui ressemblent quand même à la partie pharmacologique. Euh, avec moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans la partie sur ces études mécaniques, c'était des composantes biologiques et ou psychosociales active, le nom. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la biologie, il n'y a pas que la maladie disease, mais il y a aussi cette composante illness, c'est-à-dire quelle est l'expérience vécue de la personne. Est-ce que dans le développement de protocoles, c'est quelque chose euh, qui est important? Je crois qu'il y a eu effectivement dans notre modèle qui comprend 5 types d'études. Des études effectivement mécanistiques où on va étudier à la fois les potentiels mécanismes biologiques, mais il peut y avoir également des mécanismes qui sont psychosociaux. On a plein d'exemples sur des méthodes de neuropsychologie pour les personnes atteintes d'Alzheimer, sur lesquelles on montre que des stimulations cognitives particulières vont réduire, par exemple, les problèmes de mémoire et vont améliorer de façon significative la qualité de vie. Et en fait, ces processus-là ne sont pas nécessairement directement avec des substrats biologiques, mais bien des formes d'apprentissage qui permettent aux personnes de mieux vivre dans leur communauté. Vous avez des programmes de la même façon de disease management, donc de gestion, donc on va appeler en France d'éducation thérapeutique, sur lequel les programmes vont apprendre à mieux connaître la maladie et sur lequel, parce que je la connais mieux, je la gère mieux. Au lieu d'en avoir peur et de la fuir, finalement, je vais en faire, et on pourrait avoir ici, vous voyez, des mécanismes associés, c'est un mot connu, mais de résilience, de capacité à faire en sorte de dire, la maladie n'est pas tout,
mais finalement, je peux m'en servir comme d'un levier important pour changer mon mode de vie ou ainsi de suite. Et effectivement, vous avez là des processus qui sont des processus psychologiques qui vont entraîner des impacts tout à fait significatifs d'un patient qui va être dans l'empowerment, c'est-à-dire de vraiment entendre que cette maladie peut être potentiellement, malgré ce diagnostic, une chance de changer de vie, de changer de mode de vie, de changer de relation, de changer d'amis, enfin peu importe, mais où effectivement c'est un impact très significatif. Donc ces études mécanistiques sont évidemment pour le modèle du médicament étaient très centrées sur vous devez trouver un substrat biologique à l'explication d'un processus. Mais un programme d'apprentissage sur la maladie, comment elle fonctionne, quels sont les signes, comment je peux anticiper des hospitalisations, comment je peux me préparer, comment je peux changer mon environnement au domicile pour éviter des chutes, par exemple. Hein. Je vais penser aux chutes chez les personnes âgées, comment je peux aménager mon domicile pour finalement sécuriser mon domicile. Bref, ces études mécanistiques associées à ce que j'évoquais, les études prototypiques et donc aux études également observationnelles, parce qu'on voit des potentiels dans les études observationnelles, mais souvent limités pour des médecins à des messages hygiéno-diététiques génériques. Manger moins gras, moins sucré, moins salé, bouger plus, dormir mieux, ne pas s'exposer au soleil entre 10 heures. Enfin bref, c'est grand, ne pas consommer trop d'alcool, ne pas fumer. Bref, se limiter à ces messages de santé publique ou au contraire aller vers des produits biomédicaux et des dispositifs biomédicaux, il y avait un chaînon manquant au milieu qui s'appelle les interventions non médicamenteuses. Et par notre modèle d'évaluation, on va faire une recommandation après les trois recommandations méthodologiques dont je vous ai parlé, des études cliniques de vie réelle, effectiveness, et avec des potentiels d'études d'implémentation, en disant, OK, ça marche pour un pays, mais il serait intéressant de dupliquer cette étude dans le pays pour dire que c'est pas parce que ça marche en Chine que ça marche en France, c'est pas parce que ça marche en Espagne que ça marche nécessairement au Pérou, c'est pas parce que ça marche au Pérou que ça marche nécessairement aux États-Unis. Donc d'avoir une recommandation d'une étude light d'implémentation pour y voir, si vous voulez, les bonnes pratiques euh, et les bonnes manières de l'implémenter dans le pays. Et ça a été, et c'est une recommandation forte qui nous semble essentielle pour pouvoir disséminer effectivement les bonnes interventions non médicamenteuses au bon moment des parcours des patients et par les bons praticiens. Et vous allez certainement après m'interroger sur les modèles économiques qui sont sous-jacents et les modèles juridiques, mais effectivement, ça pose notre modèle standardisé d'évaluation des interventions non médicamenteuses, des questions juridiques et des questions économiques que nous sommes en train de discuter, de réfléchir. On va peut-être en parler. Mhm. Merci pour toutes ces précisions. Alors, peut-être une question supplémentaire qui me vient quand je vous écoute, parce que, bon, pour ce qui me concerne dans les thérapies manuelles, on s'aperçoit maintenant que les effets observés sont liés dans la grande majorité à ce qu'on appelle les effets non spécifiques, et que l'effet spécifique de la technique manuelle, il est obtenu dès qu'on touche un patient, quelle que soit la technique. Donc, ça va contredire tous nos différents modèles de pratique. Mais comment est-ce que ça s'intégrerait justement par rapport à... Parce que nous, on réfléchissait sur ces études mécanistiques en disant, je fais cette technique pour avoir cette réponse, etc. Et là, il y a on est plus sur l'accompagnement psychosocial qui va avec le geste technique. Donc, est-ce qu'il y a des recommandations, des choses particulières justement pour des choses que l'on sait déjà dans certaines interventions non médicamenteuses telles que les thérapies manuelles, qui sont celles que je connais le mieux? Je pense que ce que vous dites est une croyance et que nous n'avons pas les outils suffisants pour euh, caractériser les méthodes, pour évaluer les ressentis de patients et pour
y voir les spécificités des protocoles et que c'est une vision euh, épistémologique, ce que vous dites, elle est juste aujourd'hui. Mais en se limitant à cette façon de faire, vous allez considérer que seul le care, la bienveillance, la relation à l'autre va suffire et que, quelle que soit finalement la manière de toucher la personne, toute personne qui touche va avoir un impact. Ce que nous pensons, c'est que, bien sûr, que cette formation-là à l'éthique du toucher et autres est importante, mais nous pensons qu'il y a des métiers de thérapie manuelle qui doivent progresser et en répandant en fait ce message, moi je pense que c'est une façon de stopper la science et de stopper la recherche et en disant je n'ai qu'à former, et c'est très provocateur hein, ce que je dis, hein, mais que effectivement dans l'ostéopathie, hein, si on peut avancer dans l'ostéopathie, il y a des courants de l'ostéopathie qui se disent que finalement je place, et je suis provocateur, hein, évidemment ça va choquer un certain nombre peut-être de vos éditeurs, mais vous prenez quelqu'un dans un cabinet, vous lui dites qu'il a un métier de thérapeute manuel, et finalement, il fait ce qu'il veut à l'intérieur, il touche d'une façon ou d'une autre, et ça ne changera rien, et il n'y aura pas d'impact. Vous imaginez euh, le message qui est véhiculé, que vous n'avez pas besoin de formation. Et vous avez aujourd'hui des écoles d'ostéopathie, parfois dans différents endroits, sur lesquels on va former en 2 heures, on va former en une journée, on va former en 5 ans, on va former avec des recherches très importantes. Moi, je pense qu'il ne faut pas se freiner aujourd'hui et qu'il y a un encouragement et que des ostéopathes, en tout cas, hein, j'en connais, mais sont en train de dire qu'il y a des protocoles meilleurs que d'autres et que potentiellement, effectivement, ils doivent être circonscrits, limités, en tout cas, à des indications. Et je pense que ça, c'est aussi un élément important, à des indications qui sont identifiées par la médecine conventionnelle. Ça, c'est aussi un élément très, très important qu'on n'a pas encore abordé, de l'idée qu'il y a des diagnostics de la médecine conventionnelle et il y a des diagnostics de médecine alternative. Moi, je me situe, en tout cas, les interventions non médicamenteuses se situent dans les diagnostics de la médecine conventionnelle, occidentale, si vous voulez, mais sur lequel, effectivement, une lombalgie commune, une lombalgie chronique commune, fait partie des diagnostics et il y a un protocole d'ostéopathie qui est connu, qui est identifié, qui a fait ses preuves et sur lequel ben, je pense que cette question de recherche et d'amélioration des protocoles c'est une façon, quelque part, de faire progresser la recherche, même si, à côté, la réflexion ou la formation sur l'alliance thérapeutique, sur l'éthique de la relation et autres, et de toutes les techniques liées aux soins manuels peut compter. Voilà un peu, effectivement, euh, les risques, mais d'un domaine de la recherche sur lequel on n'a aucune prétention de dire qu'on sait, mais par contre sur lequel on va pouvoir dire aux ostéopathes ou aux thérapeutes manuels, attention, si vous dites tous la même chose, ben, finalement, il n'y a pas de spécificité, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc vous êtes dans une pratique culturelle. Vous voyez, il y a des risques importants, et notamment de ceux qui sont dans la médecine hyper biotechnologique. Alors, merci pour ces précisions. Alors, je précise à nos auditeurs que c'est la première fois qu'on a une réelle discussion ensemble. Donc, c'est toujours un peu particulier hein, d'avoir une première discussion qui est enregistrée comme ceci. En tout cas, les personnes qui me connaissent vont beaucoup rigoler à vos sourires, à vos propos, parce que, en fait, euh, tout notre travail, justement, c'est de montrer qu'il peut y avoir aussi des effets spécifiques à l'ostéopathie, aux techniques manuelles et à l'alliance thérapeutique que l'on retrouve spécifiquement dans nos principes en ostéopathie.
vous avez raison, je vous ai donné en fait l'état de la science sur les effets spécifiques des thérapies manuelles. Et donc, par rapport à cette même constatation, il y a nos confrères anglo-saxons qui sont en train de faire exactement ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de spécificité à l'ostéopathie, bah, on forme des... Alors, en Angleterre, par exemple, c'est une profession de santé avec un master, donc s'enseigner en université. Et donc la physiothérapie, la chiropratique, l'ostéopathie, c'est un master avec les mêmes... on demande aux étudiants de lire les mêmes articles, de faire l'analyse critique des mêmes... des mêmes articles avec les mêmes guides de recommandation et ils sont en train de converger vers une seule profession de thérapie manuelle où on a fait exactement ce que vous venez de d'écrire. Donc, je suis ravi que vous ayez qualifié ça de croyance parce que effectivement, on passe à côté, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Et encore une fois, moi, je suis avant tout clinicien et je suis pragmatique. C'est-à-dire que les personnes c'est-à-dire que si ça existe, c'est que ça répond à une demande. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que répondre à cette demande de façon éthique et c'est donc de dire de façon opposable. Si vous me demandez ce que je suis en train de faire, je dois pouvoir vous l'expliquer de façon rationnelle et de pouvoir... alors, ce sont des subtilités juridiques que je ne connais pas sur les différences entre la santé, le bien-être, les pratiques culturelles, parce que pour moi, ce sont des choses qui se recoupent. Mais en tout cas, je fais partie de ceux, et ça me pose suffisamment de problèmes vis-à-vis de la vision mainstream, en tout cas en ostéopathie actuelle, qui se dirige vers un corpus unique de pratiques, du coaching musculo-squelettique, où effectivement on va faire l'alliance thérapeutique, de temps en temps des manipulations, ils appellent ça la thérapie passive, avec la thérapie active, etc. Moi, je suis dans les choses qui sont plus pragmatiques. L'ostéopathie existe depuis 18, on va fêter les 150 ans. L'evidence-based medicine, c'est les premiers articles de Sackett, c'est 1996. Donc pendant 100 ans, l'ostéopathie a soigné plein de monde en proposant des choses qui étaient différentes des autres professionnels. Euh, voilà, la seule chose, c'est qu'effectivement, nous, on a raté on va dire, ce serait un euphémisme de dire qu'on a raté le virage de l'evidence-based medicine. Et donc, tout notre travail, c'est de voir comment est-ce qu'on peut expliquer nos spécificités professionnelles avec les données actuelles de la science. Et donc, les cadres méthodologiques, en plus, je dirais que vous et votre équipe, vous avez fait un travail énorme déjà de synthétiser les 46 modèles, d'inclure les avis des patients, les avis des professionnels de terrain et pas prendre que des avis de méthodologistes qui sont déconnecté de la vie de clinique, parce que voilà, c'est le thème qu'on va aborder là, parce que l'idée en fait de ces méthodologistes à chaque fois, c'est toujours le financement d'études en fait, c'est-à-dire que quand on est un organisme public et qu'on veut financer une étude, bah, l'idée c'est que ça puisse impacter le plus de personnes possible et donc de prendre le moins de risques possible et de voir quel va être le meilleur retour sur investissement en termes de santé publique. Donc j'imagine que c'est aussi pour ça que ce modèle-là a été créé. Absolument. Je voudrais encore revenir sur ce sujet parce que c'est le cœur du sujet, me semble-t-il. Et moi, je pense que c'est l'universitarisation, en tout cas, de ces métiers est un élément important. Mais je voudrais revenir sur des exemples très concrets. Euh, Dans la maladie que je connais bien, la bronchopneumopathie chronique obstructive, dans les années 70, on s'est rendu compte que l'activité physique pour un patient qui était dyspnéique à l'effort, donc très essoufflé et asphyxié à l'effort, les médecins recommandaient à ce qu'il reste assis ou qu'il ne fasse pas d'effort. Et donc, les décès étaient prématurés, les conséquences sur la qualité de vie étaient terribles avec un patient qui était affaibli. Et un certain nombre de pionniers ont dit on va lutter contre l'essoufflement par une activité essoufflante, l'activité physique. Et on a pu montrer que le renforcement musculaire et on a pu montrer par des études observationnelles qu'il y avait une activité physique quotidienne qui pouvait améliorer la qualité de vie des malades, l'état de santé
tout en ne guérissant pas cette maladie pour l'instant inguérissable. Et finalement, euh, un professionnel a commencé à arriver, donc un kinésithérapeute, et en disant on va faire bouger des personnes. Et la recherche a progressé pour dire qu'il y a un protocole et une intensité d'activité physique, vous me suivez, aérobie à faible intensité qui permet d'améliorer extrêmement significativement l'état de santé des malades et avoir même un impact sur cette dyspnée. Et donc la recherche a permis de dire qu'un protocole était pertinent pour ce malade, alors qu'au départ, finalement, c'était l'activité physique. Donc je voudrais faire l'analogie avec ce que vous avez évoqué pour la thérapie manuelle, en disant on pose un cadre. Et finalement, on voit quelqu'un qui va stimuler par l'activité physique quelqu'un avoir un impact, là, entre guillemets, par des thérapies manuelles, ou par des gestes en tout cas. Et finalement, la recherche a pu montrer, si vous voulez, si je fais l'analogie, que certains gestes, dans certaines conditions, pour certains malades, et on est en train de rentrer dans la médecine personnalisée. On est vraiment en train de rentrer dans la médecine personnalisée. Mais en tout cas, certains protocoles de soins étaient meilleurs que d'autres. Mais on a développé des outils pour évaluer cet impact-là. Et vous voyez, si notre modèle permet d'encourager la recherche sur des marqueurs qui vont être spécifiques. Et donc, je vous encourage à ce que les thérapeutes manuels inventent des marqueurs qui sont spécifiques pour évaluer l'impact de ces protocoles. Vous me suivez? Et donc, a été inventé un test de marche de 6 minutes, un test de marche de 6 minutes pour un patient, pour le BPCO, alors qu'il s'agissait auparavant de mesurer que le VEMS et que la dyspnée avec une mesure qui était insensible à ces protocoles. Donc, pour résumer, ils ont inventé des biomarqueurs, mais des biomarqueurs qui étaient aussi des patient reported outcomes, des auto-évaluations des patients, ok, qui ont montré à quel point ce protocole était bénéfique pour la santé et meilleur que le protocole B et que le protocole C. Eh bien, je pense que pour les thérapies manuelles, l'enjeu de notre modèle, c'est que si vous le suivez, vous allez concevoir des études qui vont permettre de voir la spécificité des protocoles que vous ne voyez pas actuellement dans les méta-analyses parce que pour eux, il n'y a pas de spécificité. Je pourrais reprendre sur l'exemple de l'acupuncture, lorsqu'ils ont fait les shams en acupuncture, je pique ou je pique pas, et donc je cache aux patients. Mais en fait, c'est tellement absurde, c'est tellement pensé à côté du principe même de ce qu'est l'acupuncture que ça ne peut pas marcher. Donc, il faut des protocoles d'études qui soient pensés pour les thérapies manuelles. Vous me suivez? Et sur lequel la description de ce qui est fait pour un, un thérapeute manuel, plus précisément, ce protocole, effectivement, pour être dans l'efficience, pour être dans l'efficacité, pour la sécurité, et bien, effectivement, et pour une honnêteté vis-à-vis du compte-rendu également malade, en disant, effectivement, je peux vous guérir à 10, 20, 30, 40%, ou je peux réduire votre douleur. Hein, et voilà. Et donc, cette recherche, et vous avez, vous, des marqueurs sur la douleur, certainement très, très importants, on voit se développer des évaluations subjectives sur la douleur qui sont des éléments importants. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on fait beaucoup de recommandations. Voulez-vous me reposer la question sur les aspects effectivement juridiques et sur les aspects économiques ou je réponds directement? Non, non, bien sûr. Et simplement pour préciser que nous avons en ostéopathie et dans d'autres professions également développé des PROM, les Patient Reported Outcome Measurement, c'est-à-dire, voilà, on se base beaucoup plus sur la partie, quelle est l'expérience vécue. Mais il faut comprendre aussi, nous, que nos modèles historiques, ils se basaient justement sur les variations dans le corps, sur les études physiologiques. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant 2 ans aux États-Unis en tant que chercheur, là, pour le coup, sur les études mécanistes. Et ça a cassé toutes mes croyances quand j'ai pu observer par moi-même que, en fait,
ça se passait pas du tout comme dans nos livres. C'est-à-dire que effectivement, dès qu'on touche quelqu'un au niveau physiologique, en tout cas moi c'était sur les variations du flux sanguin, c'était la même chose. Par contre, les aspects psychosociaux, les effets non spécifiques, générer des effets placebo, c'était ça qui était donc nous on est en pleine transition de changement de modèle de pratique pour expliquer ce que le fait. On en est là encore une fois, hein, je Hmm. l'ai dit publiquement, on n'est pas on n'a pas, on va dire, une culture scientifique ou d'analyse critique qui est aussi développée que les autres professions, mais c'est des choses sur lesquelles on est obligé de travailler. Donc, l'impact économique, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a je sais par exemple qu'aux États-Unis, il y a le NCCIH qui finance des études non pharmacologiques. Est-ce qu'en France, il y a des organismes qui sont en attente justement de protocoles pour lancer de la recherche sur ces interventions non médicamenteuses? En effet, les États-Unis ont créé cette agence. C'est une des 25 agences du NIH qui est donc dédiée à ces pratiques qu'ils appellent complémentaires. Nous pensons que ça n'a rien de complémentaire. Ça peut être aussi parfois une méthode d'ostéopathie en première intention, et il peut y avoir des recommandations en première intention. Je pense que cette vision-là, il y a un courant qui veut aller dans cette direction-là, d'une médecine intégrative ou médecine traditionnelle intégrative, et l'OMS pousse un petit peu dans cette direction. Nous, on pense que la médecine, elle est par définition intégrative. Qu'elle soit devenue biotechnologique et que certains médecins la réduisent à une vision très organiciste, telle que je vous l'ai évoquée, est une OK. vision euh, d'une fausse interprétation, y compris de evidence-based medicine. La médecine fondée sur des données probantes, c'est bien des données factuelles, mais un patient reported outcome, il n'a jamais été question par Sackett de dire qu'un patient reported outcome n'est pas une mesure pertinente pour une recherche. Donc en fait, il faut plutôt dire, au lieu d'aller vers une médecine intégrative, qui pourra devenir peut-être même intégriste dans certains cas de figure, mais bien une médecine rationnelle, basée sur les faits, progressivement, et que effectivement on ait identifié des protocoles de soins, et tout l'enjeu est effectivement de définir des protocoles de soins menés par des thérapeutes identifiés. Alors, vous allez parler peut-être des thérapeutes manuels, mais moi, je dirais des thérapeutes, des ostéopathes, hein, en disant ce protocole qui est fait par un ostéopathe a une qualification. Alors, c'est important le mot qualification. Je suis un chercheur et donc ce mot-là, pour moi, n'avait pas tellement de sens juridique du terme. Qualification veut dire que c'est un service. Tout est fait dans le monde pour identifier des produits et des dispositifs, des devices en anglais. Et toute la législation est faite pour identifier dans la santé des produits. Et c'est facile à faire, évidemment, hein, mais un service est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, parce que c'est une méthode. Et cette méthode, c'est ce que nous sommes en train de faire avec des juristes, de qualifier une méthode. Donc une recette, pour dire très schématiquement, et cette recette, elle peut être protégée, elle peut être protégée, elle peut être codifiée. On pourrait avoir un code particulier, national ou européen, voire même international, en disant ce protocole de soins a ce code-là, et s'il est codifié, ça veut dire qu'il est tracé dans un dossier médical de patient, et ça veut dire que le financeur est capable d'estimer le coût que ça représente et le bénéfice santé que ça peut avoir, vous me suivez, et sur lequel l'assurance maladie et des mutuelles et d'autres organismes sont prêts à le prendre en charge, le payer, parce que effectivement, c'est un protocole de soins qui est appliqué. Et je pense que c'est un élément central. C'est vous n'allez pas chez l'ostéopathe pour voir comment ça va. Je pense que l'ostéopathe a deux métiers. Le métier d'isoler les problèmes et le métier de les résoudre par une thérapie manuelle. Vous me suivez?
et que les interventions non médicamenteuses n'ont pas à discuter sur les examens et sur les bilans faits par un ostéopathe. Mais c'est sur la partie solution de santé. Et que sur cette solution de santé, le protocole A, B, C, D, E, F peut être qualifié comme une intervention non médicamenteuse, codifié comme une intervention non médicamenteuse, référencé dans un référentiel qu'on veut au moins européen, mais qu'on veut à moyen terme international, donc un patrimoine de protocole de prévention et de soins universel. On veut aller jusqu'à là. Ce qui veut dire que un financeur de santé est capable de financer une partie ou tout de ce financement et peut après rentrer dans une traçabilité pour le malade qui va avoir, par les analyses big data demain, en fait, une traçabilité, non pas ce qui est aujourd'hui une consultation d'un kinésithérapeute, d'un thérapeute manuel, d'un diététicien, d'un psychologue, mais sur lequel c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y fait, mais avoir à la fois un psychologue et la psychothérapie, qui est une thérapie cognitivo-comportementale liée aux troubles du sommeil. Et aujourd'hui, on montre qu'il y a des thérapies comportementales qui sont meilleures que des psychothérapies autres, par exemple pour certaines indications. Vous me suivez? Il y a des protocoles psychothérapie et vous pourriez me dire, mais et vous auriez le même discours avec les psychologues, mais c'est tout à fait impossible. Toutes les méthodes sont équivalentes. Non, non, il y a des protocoles de psychothérapie pour traiter de dépression, pour traiter des phobies sur lesquelles, effectivement, ben, sur les phobies, l'agoraphobie, hein, ben non, c'est pas toutes les psychothérapies qui sont équivalentes et non, l'effet praticien, il existe, il est effectivement montré, mais il y a aussi un effet protocole. Vous voyez un petit peu le cheminement, et ce qui veut dire que si on arrive à cette qualification, ça veut dire qu'on a une traçabilité, et ça veut dire que dans les structures hospitalières, mais aussi en cabinet, finalement, on va retrouver une cohérence et que un patient peut retrouver la même pratique peut-être dans un deuxième temps qui peut être prescrit par un médecin, par exemple. Très bien, merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a déjà des exemples en cours d'autres, enfin, d'interventions non médicamenteuses sur... Bien sûr. oh, vous Euh, pouvez donner un exemple oui, d'une oui, oui. intervention Alors, très en concrètement, termes de... en France, l'activité physique durant les traitements de cancer, OK. et notamment le cancer du sein, il y a un protocole qui s'appelle intervention non médicamenteuse sur lequel des structures hospitalières mettent en place ce programme pour réduire la fatigue durant les traitements du cancer du sein. Et donc, c'est une intervention non médicamenteuse. Il y a une discussion actuellement avec l'assurance maladie et avec les mutuelles pour un remboursement de ce protocole lié donc à ce temps-là, en tout cas des traitements du cancer, et en particulier à cause euh, de, de- de l'impact de la chirurgie et des chimiothérapies. L'assurance maladie a créé un espace qui s'appelle Mon Psy sur Internet. Un médecin peut prescrire une consultation chez un psychologue et la recommandation, c'est un nombre de séances et une intervention non médicamenteuse particulière va être remboursée au psychologue. Les psychologues n'y pensaient pas, ne le croyaient pas. Et là, c'est en train de se déployer. Mais vous avez après dans des structures hospitalières, hein, je pourrais vous parler de structures hospitalières, dans la BPCO en particulier, hein, donc la réhabilitation respiratoire, ces protocoles-là par des kinésithérapeutes, aujourd'hui, elle est intégrée dans cette réhabilitation, donc non pas en médecine de ville, non pas en cabinet, mais dans des établissements hospitaliers. Et on va avoir des régimes particuliers, je vais parler du régime cétogène qui est proposé pour les personnes qui ont une épilepsie. Il y a effectivement un protocole avec un diététicien sur lequel ce régime, voilà. J'ai fait un livre grand public sans médecine validée par la science, c'était vraiment l'idée, sans médecine douce validée par la science, pour dire, mais regardez, en fait, il y a déjà de la littérature, mais y compris sur l'ostéopathie. Regardez, il y a des méthodes qui fonctionnent, mais le problème, c'est qu'on est passé à côté de ça
Mais la bonne nouvelle, c'est que euh, la demande des patients, le virage préventif dans tous les pays va faire que ces interventions non médicamenteuses vont pouvoir être déployées. Et notre congrès du 16 au 18 octobre à Paris, un congrès international sur les interventions non médicamenteuses, réunit des personnes du Canada, de l'Australie et de partout en disant, mais finalement, on a les mêmes intérêts à faire en sorte que ces pratiques soient reconnues, tracées, qualifiées juridiquement et potentiellement, et surtout mieux financées pour avoir en fait un cercle vertueux. C'est-à-dire que les praticiens vont améliorer leur pratique et donc partager les bonnes pratiques. Et bah, oui, on a avancé dans le médicament, mais je pense qu'on va aussi avancer dans ces pratiques. Fantastique. Peut-être on arrive au terme de notre échange. Peut-être une question un peu personnelle. Est-ce que votre propre définition de la santé a évolué entre le moment où vous avez commencé vos études et tout ce que vous venez de... Parce que vous avez rencontré énormément de personnes avec de différentes cultures, même différentes interprétations, y compris de l'evidence-based medicine. Je suis ravi que vous en ayez parlé. J'ai vu que vous avez cité le professeur Ionadis dans votre article, qui est extrêmement critique sur ce qu'on en a fait. C'est la partie intégriste aussi de l'evidence-based medicine, donc une application raisonnée, voilà, pour améliorer la prise en charge de nos patients. Est-ce que cette définition de la santé vous intégrez plus de choses qu'au début? Je pense surtout, comme je vous l'ai évoqué, que j'ai mieux compris ce qui relevait du champ de la santé et ce qui relevait du champ de la culture, et de laisser à la culture, à la spiritualité, vraiment une valeur très très importante et au social, vraiment une place importante, et de mettre à côté des professionnels de la santé. Je pense que nous avons en France une vision très restrictive actuellement de la santé, qui est surtout une santé qui s'appelle du soin et pas de la santé. Et que effectivement, euh, la vision aujourd'hui de cette santé est un élément important, et qu'il faut des professionnels de la santé et qu'on va devoir ouvrir de nouveaux métiers qui sont en train d'arriver, mais qui sont des professionnels de santé, au sens qu'il y a une éthique particulière, il y a une posture identitaire, il y a véritablement et je pense que j'ai progressé dans cette approche en disant, vous avez des devoirs, vous n'avez pas que des droits en étant professionnel de la santé. Mais soit vous êtes un entraîneur sportif et vous êtes dans la culture, dans la relation sociale, dans ce que vous voulez, mais vous êtes un entraîneur. Soit vous êtes un soignant avec l'activité physique et vous avez des devoirs et des droits. Mais vous avez aussi des questions de savoir-être, d'éthique, et que vous ne pouvez pas être dans les deux. Mais je pourrais dire la même chose pour soit vous êtes un masseur culturel et une pratique culturelle, et vous allez en trouver en Asie et ailleurs, et plein de pratiques traditionnelles, notamment japonaises ou notamment chinoises. Mais vous êtes dans une activité culturelle et spirituelle ou etc. Mais soit vous êtes dans le domaine de la santé et vous avez le devoir d'améliorer la santé et avec une éthique particulière qui amène à ce que le patient soit respecté dans son intégrité, dans sa singularité, et avec beaucoup de modèles à la fois psychophysiologiques, vous voyez, et que je pense que j'ai beaucoup progressé en tout cas à donner cette limite-là dans un champ qui est en train de s'ouvrir à la prévention. Et que la prévention en santé ou le soin, on est bien dans la santé. Et à côté, il faut laisser une grande liberté, entre guillemets, à ne pas freiner à des pratiques ésotériques qui relèvent de l'intime et qui relèvent de coutumes, qui relèvent de cultures spécifiques qui sont légitimes, mais bien de tracer une frontière entre ce qui va relever de la science, qui va progresser, et que c'est intimement lié à ce champ-là. J'espère avoir été clair, mais je pense que c'est un vrai leitmotiv aujourd'hui, et que notre société savante qui est ouverte, et vous êtes les bienvenus, hein, on accueille à la fois des chercheurs, à la fois des patients, à la fois des praticiens et des opérateurs de santé, de penser avec nous. Hein. Je ne suis que le résidu
ou le résultat, en tout cas, de ce travail de 1000 personnes et sur lequel, effectivement, on va continuer à le faire progresser. On pense que c'est un chemin vers des pratiques de santé plus sûres, plus bénéfiques pour les patients. Mais effectivement, parce qu'elles sont aussi tracées et sécurisées, et que bah, le chemin nous a été montré quelque part par le médicament, mais il faut trouver une voie parallèle pour pouvoir méthodologiquement pouvoir qualifier et identifier les bonnes pratiques. Merci beaucoup pour tout ce partage. On mettra évidemment les liens vers la société savante, vers vous avez écrit plusieurs livres également pour parler de ceci au plus grand public. Et je crois que vous avez dit qu'il y avait un congrès important cette année. Exactement. Donc on mettra les liens également. Est-ce que vous voulez, je vous laisse le mot de la fin si vous le souhaitez. Non, je vous remercie beaucoup de cette, votre disponibilité, des questions très pertinentes. Je pense qu'effectivement, on a beaucoup de choses à faire ensemble dans la santé qui est en train de se transformer. Donc, merci infiniment. Non, j'ai rien d'autre à rajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Nino, et à très bientôt. Au revoir. Thanks for listening to the BMS podcast. We hope you've enjoyed your chat today. BMS Formation is working to bring more compassion and tolerance between people holding different worldviews in healthcare and beyond. Share it if you like it, and see you soon.